Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Onapolis, le podcast créé avec les artistes pour les artistes. Je suis Dorian et je reçois ici des artistes de toutes filières pour parler développement de carrière, business, gestion de projet en indépendant ou en production. Cet épisode est consacré au monde du studio d'enregistrement. Je reçois Nicolas Willem qui a fondé le We Taylor Sound Studio, un univers orienté rock mais pas que, situé en banlieue parisienne. On échange ici sur le marché du studio de musique, l'importance d'avoir une vision ou encore sur la relation entre matériel analogique et numérique. Je vous laisse découvrir Nicolas Willem. Salut Nico. Salut Dorian. Nicolas Willem, tu es producteur son, ingénieur son, fondateur du studio We Taylor Sound dans lequel tu nous accueilles aujourd'hui. Oui. Et que tu as fondé avec Robin Schneider. Vous travaillez à deux ici, on s'est connus et tu travaillais à temps plein dans la pub. Oui. Et pour la petite anecdote, l'Onapolis, ça vient un peu de toi puisque c'est le nom de ta première association musique. C'est vrai, tout à fait vrai. Oui, je t'ai cédé ça. Alors ici, tu as plusieurs activités autour de l'enregistrement du son, du mixage. On va aborder l'état du marché, de ces métiers d'aujourd'hui. Et la principale activité que tu as reste autour de la musique et de la production musicale. Est-ce que tu peux nous présenter vos activités en quelques mots ? Alors, en quelques mots, on a une activité qui tend à se centrer surtout sur la musique. Donc, on va accueillir des artistes qui souhaitent enregistrer, produire un album, un EP, pourquoi pas un titre, un single. Et l'idée, dans la majeure partie du temps, c'est de suivre ce projet de A jusqu'à Z. Donc, on accompagne l'artiste au tout début, on va dans les salles de répète, parfois avec les artistes, pour travailler sur les morceaux qu'ils souhaitent enregistrer avec nous. Donc c'est ce qu'on appelle la pré-production. On va suggérer parfois, même si mon rôle ou le rôle de Robin est avant tout technique, il y a toujours une part d'artistique, donc on va suggérer parfois des choses, de l'arrangement, etc. Et ensuite, on va convenir avec l'artiste d'une date, d'un planning pour l'enregistrement. Ce qui se passe en général, c'est que l'artiste, ou les artistes, le groupe, vient ici et on va en fait enregistrer le groupe live dans cette pièce dans laquelle on est aujourd'hui, et par-dessus on va construire, ensuite on va réenregistrer des guitares, des synthés, des claviers, des pianos, refaire certaines voix si besoin, voilà, parce qu'on a toujours des idées qui viennent s'adjoindre à ce qu'on a créé, et notre démarche va jusqu'au mixage, puis parfois jusqu'au mastering qui permet, j'explique ça très brièvement, mais qui permet voilà, d'avoir un produit fini qu'on peut diffuser sur différentes plateformes, différents supports, fixés sur différents supports. Voilà. Et après, on a évidemment d'autres activités. Ça, c'est un truc que j'ai plus développé, quelque chose que j'ai plus développé tout seul au début. C'est le son à l'image, parce qu'effectivement, je suis venu à faire ce métier. Enfin, j'ai toujours été passionné de musique, bien évidemment, puis très vite de son en général, de son à l'image, de cinéma, beaucoup. Et j'ai commencé par travailler dans la publicité, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction. Et donc, j'ai gardé ces contacts-là. J'ai aussi une activité de preneur de son dans un contexte publicité, donc de la voix off, du bruitage pour du coup de la publicité, parfois du court-métrage, de l'institutionnel effectivement aussi, et plus récemment du dessin animé. Donc du coup, travailler avec des comédiens qui sont doubleurs, et là parfois j'interviens aussi dans le sound design, dans le mixage évidemment. Et voilà, on a aussi une activité qu'on développe de plus en plus depuis 2 ans maintenant, parce qu'on n'a pas arrêté de nous dire que 2019 était l'année du podcast. Donc on fait du podcast, on fait de la prise et du mixage aussi. Voilà, on n'intervient pas du coup dans le contenu, partie plus rédactionnelle, on a vraiment une fonction plus technique, mais voilà, en gros, si j'oublie des choses, dites-le moi. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, puisqu'en fait tu fais partie directement des collaborateurs d'artistes, puisque tu accueilles des artistes pour la production de leurs œuvres. On va parler de la démocratisation du home studio, puisque ça fait une 20aine d'années qu'aujourd'hui le matériel de prise de son s'est démocratisé, ça fait vraiment 10 ans qu'aujourd'hui ça s'est carrément banalisé. Donc tu rentres un petit peu, corrige-moi si je me trompe, en concurrence avec les gens qui s'équipent eux-mêmes en matériel d'enregistrement et qui produisent leurs propres disques. Ça a complètement rebattu les cartes du marché du studio. Aujourd'hui, quel regard tu as sur la situation et comment vous faites pour faire la différence ? Alors,
pour parler sans détour et sans langue de bois, c'est vrai que c'est pas évident du tout. On est dans un entre-deux, ce qui comporte des avantages, mais aussi des inconvénients. En gros, ce qui se passe aujourd'hui, si on regarde la musique, on va se focaliser sur la musique en France. Ce qui fonctionne, c'est la variété, la nouvelle variété française, où effectivement le schéma classique, même s'il y a aussi des artistes indépendants qui font leur propre chemin, qui trouvent leur propre financement, voilà, la variété fonctionne parce qu'il y a encore des maisons de disques derrière qui les appuient, qui les financent, et du coup, ça se passe en général dans des gros studios, donc pas chez nous. Malheureusement, il ne faut pas se leurrer. Ce qu'il se passe, c'est que souvent, la plupart des morceaux, vraiment l'essence même des morceaux, sont composés dans des tout petits home studios. Je viens du coup à répondre à ta question. Et avec des producteurs, réalisateurs son, ingénieurs du son, des gens qui accompagnent ces artistes, ou parfois même l'artiste a lui-même son home studio, donc va faire beaucoup de choses tout seul. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut avoir un rendu extrêmement bon. On peut faire beaucoup de choses dans une chambre de 10 mètres carrés à peine, et avec un ordinateur, une petite carte son d'entrée milieu de gamme. Et c'est vrai que pour un studio d'enregistrement, c'est pas facile de tirer son épingle du jeu, c'est pas facile d'aller voir les artistes et dire coucou, venez chez nous parce qu'on a telle et telle plus-value par rapport à ce que vous pouvez faire chez vous tout seul. Quelle est la valeur ajoutée dans le fond de venir chez toi plutôt que de s'enregistrer chez soi ? On a un lieu qui est relativement atypique. On a commencé par construire et développer. C'est une régie de mixage parce que moi je me suis dit bon, c'est compliqué, ça demande quand même pas mal d'investissement. Niveau isolation acoustique, on est dans une zone pavillonnaire, un quartier pavillonnaire, c'est pas évident. Donc faisons une belle régie de mixage pour bosser nos projets qu'on a enregistrés ailleurs, parce qu'à l'époque, moi je travaillais dans un gros studio de pub où on avait comme une très belle pièce, une grosse console pour faire des batteries, des guitares, etc. Faire du bruit à n'importe quelle heure, n'importe quand. Donc j'avais cette chance-là, donc je voulais surtout avoir un endroit pour mixer, pour faire aussi un peu de prod, un peu de compo, évidemment. Et donc on a commencé par développer ça avec l'aide d'un acousticien qui nous a quand même conseillé. Et donc voilà, notre force aujourd'hui, c'est qu'on a aussi construit une vraie cabine de prise avec une batterie qui est juste derrière moi, avec de quoi mettre du coup un groupe au complet dans cette pièce qui est pas très grande mais qui a une belle hauteur sous plafond, qui a une très jolie acoustique qu'on a beaucoup travaillé. Et donc du coup notre force, c'est qu'on peut faire des batteries, faire venir des groupes au complet. Un groupe de 3, 4, 5 personnes peut tenir ici dans cet espace et avoir la sensation de se retrouver un peu comme en salle de répète, qui est finalement l'endroit pour un groupe de prédilection quand il s'agit de créer, de composer, d'être en osmose et en harmonie, sans mauvais jeu de mots. Et voilà. Et nous, l'idée, c'est qu'il y a cette pièce-là. On n'a pas, comme dans un studio classique, la fenêtre qui permet aux ingé-sons, producteurs et autres clients parfois de communiquer avec l'artiste. Ils sont dans leur jus, on communique uniquement que par le son, via un réseau casque. Et notre force, c'est ça. On a cette pièce, on a une belle acoustique, le groupe vient, il s'immerge ici, et c'est propice à retrouver un environnement de création. Bon, en général, c'est ce qui fonctionne. Et après, évidemment, on a quand même... Tout le studio n'est pas qu'à l'étage, on le verra peut-être tout à l'heure. On a aussi une pièce très modulable en bas, avec un piano droit, dans lequel on fait parfois des sections de cuivre. On peut enregistrer des chanteurs aussi, quand on a un peu trop de son, quand la batterie est trop sonore, ce qui arrive la plupart du temps. On peut aussi mettre des amplis basse, ampli guitare. Enfin voilà, on a des espaces, tout est câblé, tout est relié à notre régie, qui est un peu le centre névralgique du studio. Et donc on a en tout 4 pièces qui sont connectées à cette régie. Et donc en fait on peut bénéficier de plein d'espaces de ce pavillon pour faire de la prise de son. Et ça aussi, c'est peut-être pour finir, outre ce côté, voilà, on a une belle pièce, le groupe se sent comme à la maison, comme en salle de répète, c'est peut-être la plus-value, c'est que on peut s'amuser. Le groupe peut dire ah bah tiens, moi je verrais bien, on va mettre l'ampli à tel endroit parce que l'acoustique c'est ça, ah bah tiens, on va faire nos voix plutôt là, on va faire tel instrument, des percussions en bas, c'est un peu plus vivant, c'est un peu plus résonnant, ça nous plaît. Pour ceux qui découvrent le podcast de façon audio, vous pourrez voir les images du studio à la fin de la vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'Onapolis. Je voudrais parler, selon moi, d'un argument imparable que tu n'as pas évoqué sur ton studio. C'est l'arsenal de micros, d'ailleurs, qu'on peut voir ici en vidéo, et de compresseurs et de tout le matériel analogique que vous avez, qui est quand même assez coûteux.
par rapport à de la prise de son voilà, qu'on peut faire, où en gros, avec un budget de 200 €, tu peux t'équiper pour t'enregistrer. Là, c'est quand même du matériel plus conséquent. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, les technologies, elles ont vraiment explosé. Alors, pour faire un parallèle rapide entre l'analogique et le numérique, est-ce que d'ailleurs tu peux l'expliquer, toi, la différence entre le matériel de prise de son analogique et numérique ? D'accord. Donc concrètement, la différence entre analogique et numérique, avant, donc jusqu'aux années 60, 70, même début 80, on enregistrait, le support d'enregistrement principal, c'était la bande analogique. Donc on avait effectivement toujours des microphones, comme ceux qu'on peut voir ici, on avait des préamplificateurs micro, et on fixait tout ça, on passait par une console parfois, voilà, dans la plupart des cas d'ailleurs, et on fixait tout ça, on fixait la musique, n'importe quel contenu audio, sur des bandes. Là, on parle d'enregistrement complètement analogique. Ce qui a changé au début des années 80 avec l'apparition du matériel type DAT, etc., c'est qu'on a pu fixer sur des supports plus durables avec moins de contraintes, parce que concrètement, enregistrer sur bande, ça veut dire qu'on a constamment un assistant qui va venir caler les bandes, rembobiner, avoir des bandes neuves pour enregistrer un nouveau contenu, etc. Aujourd'hui, dans un contexte numérique, on peut effacer ce qui vient d'être fait, enregistrer par-dessus, enregistrer à côté, à part. Donc ça a été un changement fondamental. Donc il n'y a pas vraiment d'opposition entre, si on parle vraiment de l'enregistrement en lui-même, entre analogique et numérique. Là, les deux mondes cohabitent complètement, tout le temps. Et c'est ça qui est génial. Et il n'y a pas vraiment de dichotomie ou de schisme entre la secte des puristes de l'analogique et la secte des puristes du numérique. En tout cas, nous, Robin comme moi, Robin mon associé ici comme moi, on n'est pas du tout de cette école-là. C'est-à-dire qu'on est... Ce qu'il faut savoir, c'est comme en peinture, c'est comme en cinéma, c'est comme dans toute forme d'art, et c'est comme dans plein d'autres domaines. En fait, il faut avoir une vision des choses. On peut très bien se décider, demain on enregistre un artiste qui fait de la country, du rockabilly, un style très daté. Il veut avoir cette esthétique, il veut entendre, là, aujourd'hui en studio, en 2020, l'esthétique des albums qu'il écoute, qui l'inspire. Et là, oui, on va peut-être se dire, dans l'idéal, il faudrait qu'on dégaine un micro ruban comme celui-ci, par exemple, qu'on ait un magnéto à bande à dispo, et qu'on enregistre avec très peu de micros, en jouant principalement sur l'acoustique, la prise de son, le placement des micros. Et là, ça a du sens. Encore que, on peut aussi faire ça aujourd'hui avec une plus grosse part d'analogique. Donc, tout est de numérique, pardon. Donc, tout est une question de vision. On mélange constamment tout le temps, et ce qui est important de savoir et de percevoir, même quand on n'est pas dans ce milieu-là, quand on est néophyte, c'est que en fait le numérique a un avantage considérable, c'est qu'aujourd'hui on manipule tout ce qui est enregistré sur ce support qui est souvent un disque dur. On manipule ça dans des logiciels, on peut complètement modifier le son, ça on l'entend partout, qu'on écoute de la variété, du hip-hop, du rock, du métal, ce qu'on veut. On entend des modifications du son, on n'entend pas des sons identifiables, on n'entend plus quelqu'un qui tape sur une grosse caisse, on entend des sons dans tous les sens, des choses modifiées, des fréquences qui varient, qui sont... Voilà, et tout ça, c'est en grande partie possible, c'est possible grâce au numérique. Et donc il faut faire cohabiter le meilleur de ces deux mondes-là. Effectivement, il y a une chaleur, il y a quelque chose qui se dégage de l'analogique. Ça a du sens de continuer de faire de la prise en analogique, de faire parfois du mix en analogique, mais le numérique permet une souplesse derrière, permet de modifier, de modeler complètement la matière première qui est analogique. Et ça, avant, c'était compliqué. Parce que concrètement, on avait des consoles où il fallait sans cesse rappeler des paramètres, des positions de fader, donc pour gérer l'équilibre entre différents sonores, entre différents sons. Et ça, aujourd'hui, c'est quelques clics, recharger une session, un fichier différent sur ton ordinateur. Et du coup, ça change complètement la donne. Et ça permet, c'est peut-être ça le plus important, ça permet d'aller beaucoup plus loin, artistiquement, parfois. Parce que, attention, on a aussi l'envers du décor, ou plutôt le revers de la médaille, c'est que plus de contraintes, finalement, c'est pas évident, parce qu'aujourd'hui on a l'impression... Plus de limites, voilà. On se retrouve sans contraintes, sans limites, avec une armada d'outils à disposition, parce que le numérique justement permet de modifier à l'infini un son, des sons. Du coup, d'où je reviens à cette idée de vision, il faut bien avoir en tête, et c'est là que notre rôle
ici, mon rôle souvent, c'est d'essayer de cadrer un peu tout ça et de dire ok, je sais, je vois, je comprends l'artiste, je sais où il veut aller et j'essaye de choisir les bons outils, de mettre un cadre, de mettre des contraintes pour arriver à produire ce qu'il entend, ce qu'on entend. Et du coup ça passe par une sélection et c'est ça qui est pas facile en fait avec le numérique. C'est peut-être ça le seul défaut du numérique. Évidemment, on peut trouver que ça sonne différemment, etc. Mais ça, c'est une question de dosage, c'est une question d'oreille, c'est comme en cuisine. Voilà, c'est mettre un peu plus ou un peu moins d'épices, utiliser tel ou tel équipement. Voilà, c'est vraiment, ça joue à pas grand-chose finalement. Mais on en revient toujours à ce truc-là, avoir une vision et utiliser les outils analogiques ou numériques à bon escient pour servir finalement la vision de l'artiste ou une vision artistique. Alors, tu reçois ici pas mal de groupes de rock. Rock indé, en tout cas de la musique, où il y a de la musique enregistrée évidemment, puisque tu as une salle de prise. Il y a, selon moi, par rapport au matériel analogique et par rapport à cette communauté, une forme de romantisme du matériel de prise de son analogique, des vieux amplis, des vieux micros, etc. Est-ce que, selon toi, cette clientèle-là, ces artistes-là, ils viennent pour ça aussi ? Alors il y a une forme de romantisme par rapport à l'idée qu'on se fait d'utiliser uniquement du matériel analogique, mais comme je viens de l'expliquer, en fait, c'est une erreur de ne penser en tout cas que comme ça. Après, c'est plus que, parfois, c'est presque plus de quelque chose qui tient du fétichisme plus que du romantisme, c'est de se dire les artistes que j'admire. Enfin, je suis musicien, je suis artiste ou je suis ingénieur du son ou producteur, réalisateur. Les gens que j'admire, ceux que j'écoute, ceux que j'aime, et ben, je connais l'histoire du processus d'enregistrement de production et je sais que ça a été fait dans ce contexte-là avec tel matos. Et donc, je vais dire, bah ouais, moi, je vais aller chez un tel, je vais aller chez Nico et Robin à We Taylor Sound parce que ils ont des micro-rubans, ils ont une console qui sonne super bien, ils ont des préamplis à lampe, ils ont des super compresseurs mais en fait, c'est parfois une vision un petit peu erronée. Il faut vraiment avoir une connaissance assez fine de tout ça. Aujourd'hui, vraiment, je le dis sans détour, on peut avoir dans un ordinateur, on a ce qu'on appelle des plugins qui sont finalement des imitations, des algorithmes qui sont développés pour imiter, simuler du matériel analogique. On a de plus en plus des choses qui sont extrêmement réalistes. Et quand ça n'est pas réaliste et fidèle, ça propose finalement d'autres options qui ne sont pas inintéressantes et qui sont même des plus-values par rapport au matériel de base. Il y a des gens qui sont séduits par justement la présence de matos analogiques, de périphériques, etc. Et nous, on se sert aussi, on n'est pas les seuls à faire ça, mais on se sert de cette image-là. Et effectivement, on a des affinités. Il se trouve que c'est beaucoup Robin qui a apporté son matériel, ce type de matériel au studio que moi j'affectionnais. Robin, c'est ton associé. Voilà, c'est beaucoup Robin, mon ami associé, qui a apporté ce matériel-là au départ au studio. Donc on a, comme on peut le voir ici, des micro-rubans, on a des micros statiques à condensateur, mais voilà, quand même avec une esthétique sonore un petit peu finalement une couleur assez particulière. On a aussi le choix des préamplis à lampe ou pas qui va donner une certaine couleur au son qui effectivement va évoquer, comme je le disais tout à l'heure, les artistes qui viennent ici et qui ont en tête un album de telle année, de telle période qui va sonner d'une certaine manière. Nous effectivement, ce qui peut être très intéressant, c'est qu'on est capable de reproduire ça. On est capable aussi de discerner et de dire attends, ça on peut le faire, mais aujourd'hui on peut le faire mieux ou différemment avec d'autres outils. Mais effectivement, c'est une sacrée plus-value et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important plus que jamais, de fixer les choses, vu qu'on est dans un monde numérique où on a peu de contraintes, on a un cadre qui peut facilement s'étendre. C'est très important de faire des choix à la prise. Alors quand on travaille avec des artistes qui partent un peu dans tous les sens, c'est bien aussi de se laisser du choix. C'est bien de se laisser du choix, mais c'est important aussi, surtout quand on a un rôle qui n'est pas que technique, qui est aussi un rôle de réalisateur son ou à l'américaine, on parle de producteur son, d'avoir toujours dans le cadre de cette vision, de fixer les choses dès la prise et donc de faire des choix de matériel analogique, du coup, qui correspondent à cette vision dès le début. Strange. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ton rapport en tant que producteur, puisque quand vous accueillez des artistes ici,
vous orientez ces choix-là justement sur les choix techniques, mais qui vont avoir une incidence sur les choix esthétiques aussi de l'enregistrement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, le rapport avec les artistes, avec les groupes que tu accueilles quand ils arrivent? Est-ce que toi, tu n'interviens que en tant que technicien ou en tant que producteur? Et si tu arrives en tant que producteur, comment tu t'insères dans le projet sans être, entre guillemets, trop envahissant? Cette question est intéressante parce que effectivement, c'est pas évident, c'est pas toujours évident. En l'occurrence, on travaille depuis, on va faire un petit peu de publicité pour les artistes qui travaillent avec nous et du coup qu'on soutient et qui nous soutiennent d'une certaine manière. Alors, on va parler par exemple du cas concret de Fuzzy Vox, qui est un groupe à la base plutôt on va dire de power pop, garage rock, avec beaucoup d'autres influences évidemment, encore plus aujourd'hui, mais ça commence à faire bientôt 10 ans qu'on les suit. Je dis on parce que j'ai commencé à travailler avec eux parce que je connaissais très bien leur manager, qui travaillait aussi au son avec eux, et ensuite petit à petit Robin a été amené à les connaître, à travailler avec eux dans son premier studio situé à Romainville, et du coup finalement cette insertion, comme tu dis, le fait d'insérer ce rôle de réalisateur, c'est venu petit à petit parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, parce qu'on a appris à se connaître et appris à savoir j'ai appris à savoir ce qu'il voulait, comment il voulait sonner, et du coup c'est quelque chose qu'on n'impose jamais. C'est important. Il y a ce côté, on a cette image pour les gens qui sont dans le son, le producteur qui va dire non, tu vas sonner comme ça, on prend tel son, on fait tel tchic tchac tchouk, attends vas-y, moi je te fais un clavier. On n'est pas de cette école-là. Si quelqu'un vient nous voir et, pour répondre concrètement à ta question, nous dit ok, moi j'ai besoin de trouver mon son, j'ai besoin d'avoir une vision, telle partie, tel moment du morceau ou tel instrument, je suis pas sûr, machin, là on va effectivement avoir un rôle qui va être un peu plus artistique, on va essayer de les guider, mais la plupart du temps, honnêtement, on a affaire à des artistes qui sont des gros bosseurs, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont une sacrée culture musicale, et du coup en fait la frontière est très, très infime entre finalement écouter beaucoup de musique et avoir une vision de producteur, de réalisateur son. Donc finalement il y a des artistes qui écoutent plus de musique que nous parce qu'ils ont plus de temps, enfin ils écoutent la musique différemment. Nous on a une écoute très analytique et on passe du temps à travailler sur des choses précises, et finalement qui vont être leurs propres producteurs. Et donc comment est-ce que nous on vient s'insérer là-dedans? Quand on nous le demande clairement, coucou, j'ai ce morceau mais je cherche un son, est-ce que tu peux m'aider, me guider, vous avez tel et tel matos à trouver le son de guitare, la batterie, on veut que ce soit un son plutôt lointain, plutôt proche, plutôt compact, plutôt moderne, plutôt vintage, mais vintage ça veut tout et rien dire, donc et là on va les aider, on va les guider, et voilà, et donc ce truc vient soit dès le début, soit petit à petit quand on installe une relation de confiance après avoir eu un rôle plutôt technique en fait. Et encore une fois, plus c'est quelque chose qui traditionnellement dans le monde de la production sonore vient avec l'expérience, parce que moi j'ai une formation musicale, j'ai une formation classique, j'ai fait au final presque 10 ans de musique classique avant de faire de la guitare, de prendre aussi des cours de guitare, etc. Donc, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment intégré, enfin en tout cas au début de ma carrière, entre guillemets, c'est quelque chose que je n'intégrais pas trop dans ma démarche d'ingénieur du son. Je faisais vraiment le distinguo entre ce côté technique, je connais la technique, je vais enregistrer quelqu'un, et je suis quand même quelque part musicien, enfin je suis aussi musicien, et donc voilà, je pense que ça vient avec l'expérience, et aussi on s'affranchit, plus on avance dans le temps, plus on évolue, plus on grandit dans ce milieu-là, plus on acquiert des automatismes, on a de l'expérience, on a fait des projets qui nous ont amenés à nous construire professionnellement, et donc on s'affranchit un peu de la technique, on l'oublie pour se concentrer sur l'artistique et mieux guider les artistes, et parfois avoir des moments où en plein enregistrement, attends, t'as fait tel break à la batterie, et tiens, peut-être essaye ça, machin, attends ton son de guitare, et voilà, et avoir quelque chose, un rôle beaucoup plus artistique que technique. Et ça, c'est le schéma classique. En fait, quand on regarde l'histoire de l'enregistrement, on était assistant, puis ingénieur du son, mixeur, producteur. Enfin, il peut y avoir ce parcours-là. C'est pas la norme, mais c'est un parcours qui existe, qui est récurrent. Qui est récurrent. Tu as parlé des artistes que vous accueillez. Vous avez constitué un réseau d'artistes qui viennent ici. Comment ce réseau artistique et ces artistes participent à la visibilité et à la promotion
de votre studio? Alors oui, c'est intéressant parce que du coup, pour l'instant, parce que le studio finalement est assez jeune, on a mis en œuvre assez peu de moyens de communication. On a le minimum vital et encore, on n'entretient pas très bien cette communication. Pas toujours. En fait, on le fait quand il y a des projets, mais on a du mal au quotidien à alimenter, par exemple, notre page Facebook, notre page Instagram, notre compte Twitter. Donc, c'est quelque chose qu'on fait peu, mais on tend à changer tout ça. On est d'ailleurs en train de finir un site internet, ce qui va nous faire du bien, ce qui va être une vraie vitrine, je l'espère en tout cas. Et donc, effectivement, nos meilleurs agents, nos meilleurs vecteurs de com', sont les artistes qui viennent nous voir, les artistes avec qui ça se passe bien et qui ont envie d'amener d'autres artistes, musiciens chez nous. Et donc en l'occurrence, oui, pour encore une fois faire un petit peu de pub et parler et donner un exemple concret, on a Hugo Fabry qui est le leader, chanteur-guitariste du groupe Fuzzybox, qui régulièrement nous amène d'autres projets que les siens, et du coup c'est vrai qu'il parle de nous, c'est un peu l'agent l'agent de notre studio. Il n'y a pas que lui, il y a les gens journalistes, je pense à une journaliste notamment qui s'appelle Julie Mamoumani, avec qui je travaille régulièrement plutôt sur du podcast et d'autres types de contenus audiovisuels aussi, qui voilà, va faire appel à nous ou par ricochet nous faire bosser dans d'autres contextes, sur d'autres choses. Ça, c'est plus vraiment pour le monde du podcast et pas la musique. Donc, outre ces deux agents, par exemple, pour parler de cas concrets, agents entre guillemets évidemment, parce qu'on les rémunère pas pour ça, on a aussi le fait que moi j'ai longtemps travaillé dans la publicité et pour le son des pubs. En fait, j'ai tout de suite mis en avant ce côté, cette casquette. Je suis musicien, je vais monter un studio, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire autre chose que de la pub. Et donc les gens ont intégré ça vraiment. Et mine de rien, être dans une grosse boîte, j'étais dans une société où il y avait quand même 6 studios d'enregistrement. On faisait principalement de la publicité. Et du coup, les réalisateurs son, producteurs son, ingénieurs du son et autres collègues, finalement, pensent à moi pour ce genre de choses. Et donc se font aussi, quelque part, les agents du studio. Et ça nous amène du monde. Il y a donc, ça. Donc ça veut dire que concrètement, l'agence de pub sous-traite certaines tâches à votre studio ? Alors oui, ça c'est un autre aspect. On dévie un petit peu de ta question, mais je peux répondre tout à fait à ça. C'est que ce qui s'est mis en place très récemment, là, ça date quand même d'il y a 2 ans. Depuis 2 ans, on travaillait avec une librairie musicale qui s'appelle Lost Tapes, qui a été montée par toute une équipe, dont le directeur du pôle son de Prodigious, qui est la boîte dans laquelle je travaillais. J'ai fait un petit peu mes armes en tant qu'assistant, puis ingénieur du son. Et donc, c'est pas vraiment qu'ils sous-traitent, mais en gros, dans les travaux qu'on fait au studio, dans les projets qu'on a, que ce soit avec Fuzzybox ou avec tous les autres artistes, on a parfois des chansons qui ne rentrent pas dans le contexte d'un album, d'un EP, qu'on fait, qui n'aboutit à rien, ou même des choses que Robin, mon associé, compose, ou que je compose. C'est là, ça existe, on avait une journée à tuer, où on était dans un contexte d'enregistrement d'album, et on n'a rien fait de cette chanson. Ça va être un petit peu des fonds de tiroir, mais bon, en général de qualité, parce qu'on s'applique. Sur le moment, on ne sait pas que ça va rien donner. Et on les propose régulièrement. On les retravaille. Donc on retravaille parfois sur les arrangements, on fait des prises, on refait des prises, on mixe, et je les envoie du coup à Lost Tapes. Et dans le but d'inscrire ces chansons à leur catalogue de musique dite de librairie musicale. Alors je vais pas parler de musique de stock ni de musique au mètre parce que c'est très péjoratif, et justement ce que tend à faire Lost Tapes, c'est redorer un peu le blason de la musique de stock et de se dire bah non, justement on va pas prendre un mec qui va composer de la musique de stock pour de la musique de stock. On va se dire que on va faire en sorte de travailler avec des artistes, des vrais projets musicaux qui ont des B-sides, des titres qui ne servent pas, comme c'était le cas avant. C'est né comme ça, la musique de stock. Pour refaire un tout petit peu d'histoire très brièvement, on a typiquement quand on avait des sessions en France, voilà, avec Serge Gainsbourg et son compositeur attitré, parfois les sessions se passaient plus vite que prévu, ou alors il y avait des titres qui finalement ne donnaient rien. Tout ça s'était couché sur bande, ça traînait dans un coin du studio, ça devenait la propriété du studio, parce que voilà, ça n'était pas considéré comme vendable, entre guillemets. Et quand la publicité est née,
on a commencé à se dire, mais attends, de la musique pour illustrer ces pubs, on en a, et pourquoi ne pas utiliser ces trucs-là qui étaient vachement bien. Ce sont des musiciens de studio, des brutes qui ont joué là-dessus, ça va pas dormir dans des tiroirs ad vitam, et ça va servir, et c'est comme ça qu'est née la musique dite de stock, en fait. Et donc voilà, Lost Tapes, les bandes perdues, c'est les... Voilà. Si je comprends bien, en un mot, c'est vous, passe-moi l'expression, vous prenez les fonds tiroirs voilà, je sais que l'expression n'est pas forcément super bien choisie, mais vous prenez toutes les chansons qui n'ont pas forcément été par exemple choisies pour un album d'un artiste, etc., mais qui sont quand même enregistrées, pour les mettre à disposition d'une librairie qui, eux, vont pouvoir piocher dedans en fonction de leur brief et de leur choix esthétique pour une pub, pour une marque, pour un message particulier. Et piocher dedans, et si ça leur plaît, ils l'utilisent. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux faire un mot sur la façon dont tu es rémunéré sur ce dispositif? Est-ce qu'ils vous achètent un morceau? Est-ce que vous touchez des droits d'auteur à chaque diffusion si le morceau est choisi? Comment ça se passe? Alors ça, c'est un domaine qui n'est pas mon domaine d'expertise, mais du coup, vu qu'on fait ça depuis 2 ans maintenant, en gros, je peux décrire comment ça fonctionne. Ce qui se passe, c'est que cette librairie musicale nous rachète, si le morceau leur plaît, s'ils trouvent ça assez abouti, nous rachète ce qu'on appelle les masters. Donc il y a une cession de droit et un rachat de master. Le master, c'est l'entité, c'est le titre en lui-même. Du coup, ce titre va rentrer dans leur catalogue. Donc ce rachat, c'est quelques centaines d'euros, et qui vont revenir à l'artiste qui a composé le titre, majoritairement. Donc quand c'est... je compose aussi, donc quand c'est moi, c'est très bien, je récupère, je touche cette somme, et en plus j'ai des droits dessus. Mais souvent ce sont des artistes qui sont venus au studio, donc notre éthique nous dit que même si nous on y a passé du temps, parce que c'est quand même chronophage, et on a investi dessus, on a dépensé du temps et de l'énergie, entre guillemets, on va rémunérer l'artiste, c'est lui qui va toucher la somme de ce rachat de master, et ensuite on détermine, dans le cas d'une synchronisation, ce qu'on appelle une synchronisation, c'est mettre un morceau à l'image, que ce soit sur une pub, un film, une série Netflix, un podcast, parce qu'on en fait pas mal en ce moment, et du coup on détermine qui touche quoi, dans quelle part, et donc là ce sont des pourcentages qui vont être indiqués clairement sur un contrat, et ensuite référencé, envoyé à la SACEM, qui va permettre, dans le cas d'une diffusion d'un contenu audiovisuel, et donc du coup de notre morceau, de notre musique, de nous rémunérer chacun à la hauteur de ce pourcentage. Ok. Voilà. I was blind and so blurry. I didn't know that the wave was coming. Ça fait partie d'une des activités qui est différente de celle d'accueillir des artistes et de les enregistrer dans ta cabine. Est-ce que tu nous as un petit peu présenté toutes les activités au début que vous faites. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'équilibre que tu trouves entre toutes ces activités en termes de rémunération pour faire vivre le studio? Parce que vous êtes un lieu de vie, donc vous avez des charges, vous avez des salaires à verser, etc. Est-ce que tu peux décrire un petit peu l'équilibre des activités, des différentes activités? Quelle est la part de chacune? Concrètement, pour ma part, ce qui me rémunère jusqu'à présent le plus, c'est le son à l'image. Et un petit peu le podcast. Et en dernier lieu, dans un plus petit pourcentage, je vais pas dire tout petit, mais plus petit pourcentage, le son, la musique, ce qu'on fait ici, intégralement ici. Et on tend à inverser la vapeur. C'est pour ça qu'on essaye depuis quelques mois de communiquer un petit peu plus, etc. Mais en gros, moi j'ai fait énormément de pubs, donc ça consiste à se déplacer dans d'autres studios d'enregistrement, enregistrer des voix off, fabriquer la bande son d'une pub, faire du sound design, du bruitage, puis du mixage, du PAD, de la mise à l'antenne, etc. Et je fais aussi beaucoup de son à l'image pour le dessin animé depuis environ 2-3 ans maintenant. Et ça, c'est très intéressant. C'est un peu moins rémunérateur que la pub, mais c'est quand même ce qui m'a permis de vivre là concrètement l'année dernière, par exemple, en grande partie. Ensuite, il y a le podcast. Ça consiste à se déplacer avec du matériel et à venir enregistrer des gens, du contenu ailleurs, et le mixer
parfois pas parce qu'on est plusieurs intervenants techniques et donc le mixer ici ou ailleurs. Et voilà, et dans une dernière partie, on a vraiment ce qu'on fait ici qui sont des projets passionnants, des projets plus sur le long terme. En fait, on a peu de projets musicaux sur le court terme. On n'a pas ce truc qu'ont les studios, certains studios parisiens ou certains même studios plus petits qu'ici, des home studios, où on a par exemple un rappeur ou un auteur-compositeur en variété française ou quel que soit le style qui vient, qui dit moi j'ai besoin d'une demi-journée ou d'une journée pour enregistrer une voix, ok c'est 50, 100 balles et voilà, et ça se fait, c'est du one shot, ou t'as touché ton truc, c'est voilà, ou alors on m'appelle, coucou Nico, il faut mixer un titre, ok c'est tant, c'est 300 €, hop c'est plié, on fait une V1, une V2, une V3 et au bout de cette troisième version c'est validé, ça part en mastering, c'est fini. Ça reste finalement très ponctuel, trop ponctuel. Et du coup, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est des projets sur le long terme. Enfin, ce qui nous intéresse, ce qu'on fait principalement, ce sont des EP, donc des petits albums, 4-5 titres avec des groupes, parfois des singles, mais plutôt des 4-5 titres, des albums. Et ça, oui, c'est plus rémunérateur. Si on regarde sur le papier, oh, waouh, on a fait un album, c'est 5 000, 8 000 €, génial. Mais on y passe parfois plus d'un an, selon les artistes. Et voilà, donc du coup, je ne parle pas en temps, je parle vraiment en rémunération. Mon découpage, c'était en rémunération. Okay. Parce que finalement, en temps passé, là, depuis quelques semaines, quelques mois, tout ça a bougé un peu. On passe beaucoup de temps ici à faire du développement et par contre, ça nous rémunère assez peu. Selon moi, il y a une volonté dans ton projet d'entreprise et d'accueil, un côté un petit peu familial, un petit peu communauté, artistique, de vouloir voilà, en fait tu crées un lien avec les artistes que tu t'as la volonté, voilà, de créer un lien fort avec tes clients. Et en fait tu les appelles pas tes clients parce qu'en fait ça vient finalement plus que des connaissances, des amis, voilà, pour certains. Il y a évidemment des affinités qui se créent et des artistes avec lesquels tu t'entends plus que d'autres, c'est normal. Pour revenir sur l'état du marché, on a parlé de ton rapport avec le home studio qui correspond en fait au marché des particuliers et des indépendants. Tu as parlé des autres activités qui concernent aussi les studios les plus gros, comme dans les studios dans lesquels tu as bossé auparavant. Comment justement tu peux te positionner et quel est ton atout? Pourquoi on va faire appel à toi plus qu'à un autre studio? Je pense aux studios parisiens qui sont plus grands, qui sont plus proches de Paris, qui ont voilà, une capacité d'accueil différente. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Justement, dans la réponse à cette question, il y a beaucoup le fait ce que je disais juste avant, le fait qu'on fasse des projets plutôt sur le moyen ou long terme. Et donc du coup, ce qui est bien ici, c'est que, comme je l'ai évoqué, c'est un pavillon en banlieue parisienne, on est à 2 pas des bords de Marne, il y a un grand jardin, c'est cool à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été, et on a de la place, on respire un peu, on n'est pas les uns sur les autres, et en tout cas pour ce qui est de la musique, je pense que c'est pour ça aussi que les gens viennent, c'est que même s'ils peuvent être un peu loin de cet endroit-là, et donc il y a un petit peu de temps de transport, on n'est pas à Paris, voilà, ça peut être plus pratique pour des gens. Il y a vraiment cette idée de long terme, parce que pour quelqu'un, un musicien de session ou un comédien qui fait de la voix off, il va pas se déplacer chez nous. Il va aller dans un studio parisien, bim, il va prendre son scoot, il va aller dans un autre studio 1 ou 2 heures après, il va faire sa journée comme ça, etc. Et c'est très bien, il faut que ça continue et que ça existe. Nous, les gens qui viennent à nous physiquement, ce sont des gens qui vont se dire, on a 4-5 jours pour enregistrer un EP, ensuite on laisse passer un peu de temps, on va venir ensuite pour le mixage, etc. Et pour ce qui est du reste des activités, donc pas la musique, là c'est beaucoup notre réseau en son à l'image. Je pense aussi à des réalisateurs, je l'ai pas cité tout à l'heure, mais un ami à moi qui s'appelle Quentin Lecoq, qui est un réalisateur image, qui aussi, on a commencé à travailler ensemble sur des courts-métrages. Ça, lui, il bossait aussi pour de la publicité ou de l'institutionnel. Ça m'a amené à bosser aussi sur ce type de contenu. Et c'est comme ça, c'est finalement par ce réseau et ces émissaires, un petit peu, ces gens qui se font les agents du studio ou mes agents quand on cherche quelqu'un pour faire du mix à l'image ou du podcast. Et c'est comme ça que les gens viennent à nous, en fait. Ok, est-ce qu'ils viennent à vous uniquement comme ça, ou est-ce que vous faites par exemple du démarchage? Alors,
on a fait, tu parlais de famille au début dans ta question, on a fait du démarchage et on l'a fait en proposant un outil de com. On a lancé ça il y a pareil 2-3 ans, quasiment au début du studio. On a proposé en fait ce qu'on appelait des We Taylor Sound Live Sessions et on a proposé en fait aux artistes qui venaient à la base pour un projet d'enregistrement de profiter d'être là dans les lieux ou de choisir dans un second temps de revenir pour tourner des sessions live en studio avec la qualité du coup de son qui va avec et aussi un peu de moyens mis à dispo à l'image parce qu'on a des amis qui sont dans l'image, réalisateurs, enfin on en a plusieurs d'ailleurs, on a c'est la famille aussi We Taylor Sound avec un chef-op, un Dorian Milior touche à tout et on a 2-3 personnes comme ça qui interviennent à ce niveau-là. Donc on a démarché des artistes qui n'étaient pas forcément des gens qui avaient enregistré ou travaillé avec nous en studio. On leur a dit coucou, ça peut vous faire un super outil de promo si vous êtes en train de sortir un EP, un album, un single, que sais-je. Venez chez nous. On fait cette session live gratuitement. Nous, ça nous fait du contenu sur notre chaîne YouTube. Ça nous fait du contenu à diffuser ensuite sur les différents réseaux sociaux. Et vous, idem quoi. Et donc c'est donnant-donnant, c'est de la com donnant-donnant. Donc on a essayé de lancer ça. Enfin, on a lancé ça. On a 6 ou 7, je sais plus, We Taylor Sound Live Sessions qui sont disponibles sur YouTube et ensuite sur Instagram et Facebook. Donc voilà, on a cet outil-là. Donc on a fait de la démarche. Malheureusement, on s'est un peu cassé les dents par moment. Est-ce que c'est quelque chose qui est efficace ou pas forcément ? Ça a été efficace pour certains groupes en termes de nombre de vues. C'est-à-dire qu'on s'est dit, waouh, on a fait plusieurs milliers de nombres de vues. Alors, on est tout petit, on existe depuis peu, donc à notre échelle, 10 000 vues sur une vidéo. Voilà, je dis, non, ça a parfois porté ses fruits, parce que à notre échelle, 10 000 vues sur une vidéo, par exemple, de live ici, ça permet de voir le lieu, de constater la qualité de prise de son, de mix derrière, la prod. Et donc, du coup, pour des artistes qui ont déjà une petite renommée, ça a été très bénéfique, mais on s'est aussi un peu cassé les dents parce j'ai passé beaucoup de temps à envoyer des mails, à démarcher des artistes en visant évidemment pas des mecs trop hauts parce que on sait qu'on va se prendre des vestes, on va se prendre des râteaux. Donc voilà, ça je pense pas tout à fait porter ses fruits, mais ça a été bénéfique par moment parce que des gens ont pu voir le studio et nous contacter pour des sessions. Je pense notamment à des labels ou des petites structures de ce type qui font du développement d'artistes, qui m'ont contacté pour me dire tiens, combien ça coûte de faire ça. Donc du coup, hop, d'un seul coup, on renverse le truc. C'était du donnant-donnant avec les artistes qui sont venus, mais là, on a un nouvel artiste ou un label qui vient et qui finalement nous demande combien ça coûte de créer ce type de contenu. Et c'est ça que je voulais vraiment développer. Malheureusement, on n'en fait pas assez, mais c'est pas terminé. C'est toujours un travail de fond qu'on effectue. Et il faut sans cesse continuer de démarcher des gens, et c'est comme ça que ça vient. C'est pas facile, mais ça vient. Est-ce que tu peux nous raconter, ici ou pas ici, mais en tant que producteur son, en tant qu'ingénieur son, ta pire et ta meilleure expérience ? Je me retrouve en studio, séance pub pour une pub bien virile avec une grosse voix off, genre parfum, grosse bagnole dans le désert. Vous allez penser à une pub, mais c'est pas celle-là. C'est pas Johnny Depp, c'est un autre. Et donc voilà, le truc bien cliché, etc. On a tout ce qu'il faut. Le mec arrive en studio et pour des raisons budgétaires, parce que souvent on cherche à gagner des sous dans la pub, sans blague. Ou à ne pas en dépenser. Ou à en dépenser le moins possible alors qu'il y en a beaucoup. Et le gars arrive, il était censé être complètement bilingue et faire la voix off pour cette même pub bien burnée, bien virile, en français et en anglais. On commence par le français, donc là j'avais une armada de clients, j'avais 5-10 personnes derrière, et j'étais avec le réal son. Et là on s'aperçoit qu'il a un méchant accent américain quand il parle français, et qu'il fait tout pour le gommer, pour placer sa voix en même temps. Et ça va pas, tout le monde s'en aperçoit, il y a un malaise, et il y avait le réal de la pub, le réal image qui était là, et qui lui insistait, non, c'est bien, machin, et tout, etc. Et on arrive très vite, le client est un peu déstabilisé, il comprend pas très bien ce qui se passe, et on arrive à faire la voix en anglais, et là, ça défonce, c'est super beau, il a une super voix, un super accent, ça colle parfaitement à l'image, on fait le truc, on passe à la version réal, du coup, qui est une version de la pub un peu plus longue, et du coup là on voit que le réalisateur image le dirige vachement, machin, on prend du temps là-dessus, et puis là le client qui pour le coup était pas quelqu'un qui s'imposait dans la séance, un peu dépassé, etc. Et en fait on s'est aperçu ce jour-là avec le réalisateur son qui lui aussi dirigeait le comédien
qu'on s'était fait complètement dépasser par le truc, que c'était le réalisateur image qui avait choisi les comédiens pour sa voix anglaise, alors que le premier but c'était quand même de diffuser la pub en France. Et donc ça a été une séance longue, coûteuse, avec un comédien qui finalement n'a pas été retenu. On a dû faire venir une autre voix. Et c'est typique de ce genre de truc. C'est le cas typique des choses très politiques en pub, où chacun a son intérêt. Le réal pub, le réal image, il veut faire son book, il veut faire son showreel, il veut que ça claque. Et si la pub est en anglais, tant mieux. Le client, il veut son truc en français de 15, 20, 30 secondes qui marche avec la bonne voix aussi, et il en a rien à faire de la version réelle la plupart du temps. Et moi, technicien, et le réal son, on se retrouve un peu pris en sandwich à assumer nos fonctions techniques et se faire complètement dépasser par ce genre de truc. Toujours au milieu, quoi. Ouais. Donc ça, c'était une mauvaise expérience parce que tu te sens pris en otage. Dans les meilleurs moments au studio, même s'il y en a eu pas mal, c'est très récemment, c'était il y a 1 an, une session justement, où une We Tell Our Sound live session, où on a eu la chance d'avoir un rappeur américain, et qui était de passage sur Paris et qui collaborait avec un groupe français avec de très bons musiciens, que des musiciens professionnels. Et on a fait cette session en une journée, une session filmée avec toi, d'ailleurs t'étais là à la caméra, et on a passé un très bon moment parce que c'était hyper intense. On avait une config avec en bas, dans la partie au rez-de-chaussée du studio, une chanteuse, claviériste, le rappeur en face, et dans cette pièce-là, un bassiste, un guitariste et un batteur. On faisait toutes les prises simultanément, y compris les voix. Et donc du coup, c'était un petit défi technique pour Robin et moi. C'était très sympa. Et en fait, c'était hyper enrichissant pour nous parce qu'on avait vraiment l'impression d'enregistrer des belles chansons avec des artistes et musiciens qui défonçaient tout, qui étaient hyper à l'aise. Et du coup, c'était une session très fluide. Et puis voilà, et l'aspect humain, pouvoir échanger avec ces gens-là. Le côté musicien pro, on a eu plein d'anecdotes à s'échanger. Et puis avec James, ce rappeur américain, on a aussi échangé beaucoup sur les sujets de ses textes, qui fait écho d'ailleurs à l'actualité d'aujourd'hui. Et donc voilà, ça fait partie des bonnes sessions intenses où il faut aussi gérer l'accueil de ces gens-là. C'est pour ça qu'on est 2 en général, on est Robin et moi présents sur place. Il faut gérer la lumière, il faut gérer la prise de vue, il faut gérer la prise de son, il faut diriger aussi quand même, mine de rien, faire un peu de réal et diriger les musiciens. Il faut faire des choix. Et puis à côté de ça, on mange tous ensemble, on débriefe après la session. C'est intense, c'est du boulot. On a des petits moments de rush, des petits moments de stress, mais c'est hyper enrichissant. Ok. Pour terminer cette interview, je vais te demander 3 choses. Je vais te demander si tu avais un conseil à partager à quelqu'un qui se lancerait dans le business du studio. Ce serait quoi ? Ne faites pas ça. Pourquoi vous faites ça ? Qui se lancerait dans le business du studio ? Peut-être ne pas négliger, je sais que tu en as beaucoup parlé, ne pas négliger le relationnel, les contacts. Parce que justement, c'est ce qui finalement nous différencie aussi. Comme on l'a dit au tout début, on peut faire du son de qualité, on peut faire de très belles choses avec rien, avec un ordi, un micro, une carte son. Donc, ne pas négliger les contacts et convaincre les gens et trouver justement les gens qui seraient intéressés, enfin, qui sont demandeurs du type de prestation que vous allez proposer. Ça, c'est très intéressant, important. C'est très important. Et autre chose, je l'ai dit tout à l'heure, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, se diversifier. Ne pas penser qu'avoir un studio fait qu'on va immédiatement avoir une flopée de clients, d'artistes qui vont venir vouloir bosser avec vous sous prétexte que vous avez du super matos, un super endroit machin. Ça ne suffit pas, il faut faire d'autres choses. Il faut faire, si vous êtes ingénieur du son, faites du son à l'image, formez-vous au jeu vidéo, au son du jeu vidéo aussi par exemple, parce que c'est très porteur. Pensez réalité virtuelle, réalité augmentée, son 360, parce que c'est aussi l'avenir, même si c'est encore assez balbutiant. Faites du podcast, parce que mine de rien, même si on commence à en avoir beaucoup à écouter, y a du boulot. Diversifiez-vous, vraiment. Ne faites pas qu'une seule chose, et comme je l'ai dit, ne négligez pas les contacts, le relationnel. J'en profite pour rebondir là-dessus. En effet, c'est selon moi important de démystifier un petit peu le fantasme du studio d'enregistrement. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer là-dedans alors que c'est quand même un marché assez concurrentiel, voire assez saturé pour les raisons qu'on a évoquées dans cette émission. Donc il faut
bien en comprendre ce que ça implique, bien comprendre les tenants et les aboutissants et comprendre la question de l'offre et de la demande et avoir un positionnement cohérent comme le tien soit sur une esthétique, soit sur des choix de matériel, soit sur un choix de vision particulier, soit un choix de communauté, quel qu'il soit. Mais l'orienter et ne pas croire que parce qu'on ouvre un endroit pour accueillir des artistes, ça va marcher. C'est ça. C'est bien plus complexe et délicat que ça, en fait, en termes d'entrepreneuriat, même pour le dire. Bien sûr. Et, ouais, pardon, et juste pour compléter ce que tu dis, surtout qu'avoir un endroit et du matériel, ça s'entretient, ça se renouvelle, et avoir un endroit, ça veut dire avoir des charges, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc du coup, il faut avoir ça en tête aussi. Se lancer dans cette aventure, c'est être sûr quand même qu'on peut se rémunérer avec ça. Est-ce que tu aurais une œuvre à nous partager ? Si tu avais une œuvre qui t'aurait inspiré sur ton métier ou pas ? Un livre ? Ouais. Un livre, ça peut être un livre, un disque, un film. En général, les artistes partagent un livre. Mais tu fais ce que tu veux. Pour rester dans toutes ces questions-là, un livre que je conseille vraiment aux gens qui font ce métier et aux autres parce que c'est très abordable, c'est un ouvrage qui s'appelle En studio avec les Beatles de Geoff Emerick, qui fut l'ingénieur du son principal attitré des Beatles. Et puisqu'on a un studio et puisqu'on s'intéresse au son, mais surtout au travail en studio, c'est un livre qui est passionnant parce que c'est pas un livre pour les geeks, c'est pas un livre qui t'explique comment Geoff Emerick a branché tel micro, machin, ceci. Enfin, si, il le fait, mais il démystifie tout ça, il replace dans un contexte. Il parle beaucoup de la personnalité des artistes qui étaient les Beatles et de ce que chacun. Et justement, il parle beaucoup de vision. Il était accompagné de George Martin, le producteur des Beatles, qui lui aussi avait une vision et un rôle d'arrangeur qui a été déterminant dans leur carrière. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une citation à partager ? Oui, je pense je sais pas pourquoi, c'est une situation de Théophile Gautier qui m'a beaucoup marqué. Je pense que c'est un truc que j'ai dû lire pour la première fois au lycée. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid, car c'est l'expression de quelques besoins. Il y a peut-être une fin, mais en gros, c'est ça. Et je trouve ça intéressant parce que là, on a parlé de choses très concrètes, on a été pragmatique, on a parlé un peu d'argent, on a parlé de temps, on a parlé de contraintes, mais faut pas oublier qu'on est, surtout en tant qu'ingénieur du son, on est au service de la musique, du musicien. On fait quand même, on est dans une activité artistique. On n'est pas en train de rationaliser tout. On essaie d'être efficace dans notre démarche, mais on fait de l'art, on sert l'art, on essaie de faire ça avec humilité aussi. Et voilà. Donc, soyez dans le beau et ne vous demandez pas toujours si c'est rentable, si c'est utile. Faites, voilà, créez, faites. Vous retrouverez l'actualité du studio We Taylor Sound sur les réseaux sociaux et bientôt sur leur nouveau site internet. N'hésitez pas à faire un tour sur le site lonapolis.com sur lequel vous retrouverez toutes les recommandations d'œuvres des artistes que je reçois, et également la playlist choisie par les artistes eux-mêmes. Afin que ce podcast profite à un maximum, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcast et pour les utilisateurs Apple, à noter l'émission, à laisser un petit commentaire. C'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer. Et pour ceux qui veulent profiter de la vidéo, vous pouvez également profiter de l'émission sur YouTube. À très bientôt pour un nouvel épisode.